Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec et à l'actu ludique du 27 juillet 2021. Donc, j'ai changé un petit peu de setup. Là. Si vous voyez regarder à droite, c'est parce que je regarde un peu comment j'enregistre ça. Dans le fond, c'était pour aussi faire ça en enregistrement avec Joe. Malheureusement, pour cet épisode-là, bon, ça n'a pas tout à fait fonctionné. On s'est essayé une fois, ça n'a pas fonctionné. On avait de la misère avec le son. Puis là, la deuxième fois, il y avait pas de disponibilité. Fait que là, j'ai décidé de le faire toute seule, mais en prenant cette façon-là d'enregistrer pour tester un petit peu tout ça et en même temps vous parler des jeux que j'ai joués récemment. Euh, Puis l'actu ludique, bon, ça garde le même nom pour l'instant, mais je risque d'enlever la partie actualité dans le fond, pour seulement vraiment parler des expériences de jeu, souvent du dernier mois environ là. Puis j'en ai parlé un petit peu par message là, sur la chaîne, que je veux que la euh, j'avais la collection de JP, mais je veux la grouper avec un nouveau segment que j'aimerais ça faire live, que je parle d'actualité et je parle d'un jeu en même temps que vous avez voté. Et je veux faire ça à peu près une fois par semaine. Puis là, je suis en train de travailler là-dessus pour voir comment je vais organiser ce concept-là. Puis donc, l'actualité va rentrer plus dans ça. Je trouve ça plus intéressant de tenir à jour justement là, suivre un petit peu plus l'actualité, les nouveautés qui sortent en boutique, des trucs comme ça. Puis l'actu ludique, ben, je veux plus le garder là, avec le format en plus podcast, vraiment le garder avec les expériences de jeu, vraiment parler des jeux que j'ai joués dernièrement. Donc c'est ça que je veux garder pour l'actu ludique. Là. Je ne sais pas si je vais changer de nom éventuellement. Là. Ça a tellement changé souvent de nom, ce podcast-là, etc. Donc peut-être une fois de plus. Et donc, de cette façon-là, je vais vous présenter dans le fond les jeux, mais via leur page BGG. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'autres YouTubeurs qui font ça aussi. Je trouve que c'est une bonne façon. Je l'ai déjà fait aussi par le passé avec les podcasts. Donc, je reviens un petit peu à cette méthode-là de vous parler des jeux de cette façon-là. Et donc, pour moi aussi, ça sauve sur le montage. Ça permet de présenter aussi un petit peu plus d'informations sur le jeu rapidement, avoir l'information devant vous. Donc, ça vous donne encore plus d'infos, ça vous donne aussi plus d'images. Des fois, ça peut me donner plus d'idées aussi par rapport à ce que j'ai joué sur le jeu que d'avoir des fois la boîte en main, là, des fois qui est peut-être un petit peu moins évident. Je pense qu'on voit mon chat dans le décor. Peut-être qu'il va bouger éventuellement. Donc, c'est ça. Puis, donc, au menu aujourd'hui, j'ai quand même joué beaucoup de jeux. Donc, je vais parler de Red Rising, Dune Imperium, Gloomhaven, Jaws of the Lion, Marvel Champion, Yukon Airways, Circadian First Light, Gorinto, History Maker Golf, Tréfuté à la puissance 3, Cartographeur, Under Fallen Skies et deux nouveaux jeux aussi que j'ai achetés. Red, ben, c'est pas des nouveaux jeux nécessairement. Quoique Law Europe, il est plus nouveau. Et sinon, The Red Cathedral. Donc, c'est le menu pour cet épisode-là d'Actu Ludique. Donc, sans plus tarder, on va aller tout de suite. Là, je vais faire la petite transition vers la page BGG. Ça devrait bien fonctionner. Donc, comme je disais, j'ai parlé, pas j'ai parlé, mais j'ai joué à Red Rising. J'ai d'ailleurs joué avec Joe. J'ai joué aussi en solo. Je vous ai présenté également le jeu en solo il n'y a pas très longtemps. Puis, donc Red Rising, un jeu qui est sorti bien évidemment cette année de Stone Meyer Games. Effectivement, la cote de 2.28, c'est relativement... donc, désolé pour la petite coupure. Là, je voulais voir si je pouvais tracker la souris, mais bon. J'ai pas réussi, là, je prends une certaine capture de fenêtre, puis je peux pas avoir cette option-là. Donc, c'est pas très grave. Donc, code de 2.20, pas de 2.28, effectivement, c'est un jeu qui est pas nécessairement très lourd à comprendre. C'est un jeu de cartes dans lequel on va avoir, là, si je vais dans les images, on va avoir des cartes avec différentes habilités qu'on retrouve.
Comme par exemple là, sur la carte qu'on voit ici. Donc si je joue cette carte-là, je peux gagner n'importe quelle non-gold, des cartes non-gold dans celui-là. Puis à la fin de la partie, ça vaut 30 points si vous avez plus que cette carte en main, incluant ce personnage-là. Donc c'est un peu le principe de ce jeu-là. Donc chaque carte va se combiner avec une autre carte. Donc j'en ai sûrement d'autres ici. Donc 20 points, etc. Donc ils ont tous aussi des points de base sur chacune des cartes. Puis tu as comme une main carte qui va rouler des fois. C'est rare que des fois tu peux ajouter des cartes à ta série initiale de 5 ou 6 cartes. J'ai un petit blanc de mémoire. Puis donc de cette façon-là, ben on va tenter d'avoir la meilleure main possible en combinant au mieux possible nos cartes et de faire justement le plus de points avec ça au courant de la partie. Ça joue relativement rapidement. À peu près une demi-heure, 45 minutes, on va avoir fait une partie. C'est un jeu que j'ai hâte de jouer quand même à 3-4 joueurs. Malheureusement, les autres membres de mon groupe n'étaient pas nécessairement très friands à essayer ce jeu-là. Donc, j'étais un petit peu déçu. J'aimerais ça, je vais essayer de leur imposer un petit peu à un moment donné. Je trouve que le jeu est intéressant. Les graphismes est quand même super beau. En solo, il est bien aussi. Il y a quand même beaucoup de roulement de cartes aussi, mais j'aimerais vraiment ça le tester à plusieurs pour voir aussi la puissance de ce jeu-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs qui ressemblent à Fantasy Realm que j'aimais bien aussi. C'était un bon petit jeu qui était d'ailleurs nominé au Spiel, mais qui n'a pas gagné. Puis, c'est un jeu avec une belle qualité aussi de composantes, les cartes graphiquement, etc. Donc, des belles expériences. À 2 joueurs, c'était bien. Si on voit un petit peu ici, contenu de la boîte, là, on a un petit... cet insert-là, non, je ne l'ai pas. Moi, j'ai vraiment la partie gauche. Donc, je pense que c'est la Collector Edition. Là, tu vas avoir un petit peu plus d'éléments dedans. Dans mon cas, moi, je suis avec la boîte de base, la petite boîte en tête de renard, et puis qu'il y a les petits gemmes dedans. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a justement on a les cartes, bien évidemment, mais il y a aussi, dans le fond, on va avancer sur une piste d'exploration, on est un institut, on peut aussi aller collecter de l'hélium, qui sont les petits diamants rouges. Puis, il y a une autre affaire. Il y a aussi l'espèce de foreign token, là, souverain ou le souverain, je me souviens plus du terme. Donc, il y a un petit marqueur qui, lui, on peut avoir notre possession qui donne des points aussi à la fin de la partie. Puis, donc, c'est ça aussi qui va déclencher la fin de partie. Si on arrive à 7 à certains endroits, ça va déclencher la fin de partie. Donc, il y a une petite course aussi qu'on peut faire pour justement bloquer les autres joueurs, puis aller plus vite pour justement pas qu'ils réussissent à prendre les cartes qu'ils ont besoin. À 2 joueurs, je vous dirais que le paquet de cartes, ben, il ne roulait pas beaucoup. Donc, c'est sûr que si on cherche une carte en particulier, des fois, ben, ça peut être difficile. Par contre, il y a des cartes qui permettent de remplacer des noms d'autres personnages. Donc, des fois, ça peut quand même aider malgré tout. Donc, ça ressemble à ça pour Red Rising et l'expérience que j'ai eue jusqu'à maintenant. Ensuite de ça, Dune Imperium. Dune Imperium, tu vois, vous voyez la cote à 2.94. Ouais, effectivement, c'est pas nécessairement le jeu très complexe. Jeu de cartes avec une mécanique de deck building. Et aussi, les cartes vont servir à faire du placement de travailleurs. Donc ça, c'est un beau mélange. J'ai joué en solo, j'ai joué à 4 joueurs. J'ai pas joué à d'autres comptes que ça. Donc, vraiment d'un range à l'autre. Donc, au plus grand nombre, au plus petit nombre. J'ai pas joué entre les deux. Je pense que ça nous dit ici, là, il est quand même recommandé pour tout le nombre de joueurs. C'est vrai qu'il est très bon en solo aussi. Puis, bon, il est meilleur à 3-4. Ça, je suis quand même d'accord que j'ai trouvé l'expérience là, à 4 joueurs vraiment intéressante parce que c'est un jeu avec justement des combats. Des combats, je trouve une petite image du plateau intéressante. Donc, comme celle-là ici. Je pense qu'il y a une petite bière en plus. Ben ici, je pense que j'ai un petit peu mieux. Donc, on va avoir justement le plateau principal avec la zone de conflit. On va avoir les différentes zones
où on peut aller justement faire du placement de travailleurs. Sur le côté gauche du plateau, vous allez avoir tous les endroits à lesquels on peut aller, pas aller, mais les différentes factions à lesquelles on veut s'allier pour faire des points de victoire. Et c'est des factions, dans le fond, c'est des pistes. Donc, on va monter une à la fois, une étape à la fois. Donc, ça, j'aime ça les jeux avec ce genre de mécanique-là, de pistes. Et donc, lui qui a réussi à atteindre le niveau 4 d'influence va être allié avec cette faction-là. Et il va avoir un point de victoire en plus. Si on franchit l'étape 2, on a aussi un point de victoire, mais ça, c'est tout le monde qui l'a, tandis que l'autre, c'est lui qui a le jeton, donc lui qui a le plus d'influence dans cette faction-là. Et donc, on peut s'échanger comme ça des tokens d'alliance avec les factions. Et le total de points à atteindre, c'est 10 points. Donc, chaque point est vraiment important. Donc, il peut y avoir une balance. Là. Si on enlève un point à quelqu'un, on prend un point. Ça fait beaucoup d'impact. Et donc, c'est un peu tout ça comment on va fonctionner dans le jeu. Le deck building est très présent. Il faut bien faire notre deck building parce que les icônes qui sont sur les cartes sont très importantes pour aller aux endroits qu'on veut, surtout dans les différentes factions. Si on n'a pas les bons icônes, on ne pourra pas y aller, on ne pourra pas augmenter sur ces factions-là. On ne sera pas capable de faire des points de victoire, donc ça va être quand même difficile. Aller au centre du plateau, c'est quand même relativement simple avec certains icônes, mais il ne faut quand même pas négliger. Il ne faut pas épurer trop notre deck non plus. Parce que, encore là, ben, ça va être difficile si on fait ça. Donc, il y a il y a un mélange de tout ça. Les parties, ça va peut-être durer, ouais, probablement autour de 1h30 à 2 heures quand même, relativement. C'est une bonne partie, il y avait quand même de l'attention. Les cartes intrigues sont présentes, il y a de la chance avec ces cartes-là, mais elles sont le fun quand même. On est comme jamais sûr si on va gagner notre combat, si quelqu'un ne sortira pas une carte intrigue qui va lui donner plus de points de combat à un certain moment. Tu vois qu'il a l'air sûr de son affaire, donc il y a un petit peu de bluff aussi qu'on peut faire avec les différentes cartes intrigues. On peut aller voler les cartes intrigues. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec Dune Imperium. Vraiment une belle découverte pour moi. Je ne suis pas un gros fan de deck building, mais j'ai vraiment apprécié celui-là. Parce qu'elle est présente, oui, mais il y a du placement de travailleurs en plus, puis je trouve que c'est ce qui est intéressant. Des fois, c'est frustrant de deck building parce que tu veux aller vraiment à un endroit, tu piges tes 5 cartes, puis tu n'as pas la carte que tu veux. Donc ça, des fois, c'est frustrant, mais bon, ça fait partie un peu du jeu. On n'a pas le choix des fois. Ah, il y a effectivement aussi une application qu'on peut télécharger pour jouer en solo qui modifie un petit peu le deck d'Automa qui fait rouler un petit peu la quantité de cartes. La carte où est-ce qu'on peut aller acheter les différentes cartes. Donc, il y a ça. Sinon, je pense que dans la partie que je vous ai présentée à la caméra, c'était... je suis allé avec le deck de base qui ne faisait pas nécessairement rouler les cartes. Donc, c'était un choix, mais c'est souvent le bémol que le monde ont trouvé au mode solo. Donc, c'est ça. Donc, je pense que j'ai fait pas mal le tour pour Dune Imperium. Encore là, un jeu que j'ai bien apprécié, que je vais apprécier, je pense, rejouer d'autres parties. J'ai continué Gloomhaven, Jaws of the Lion. Ça faisait quand même longtemps que j'avais pas ressorti. Je l'avais commencé avec ma conjointe, malheureusement. Après, je pense qu'on a fait 6 scénarios. 6 scénarios. Puis, moins amatrice de rentrer dans l'histoire. Plus aller straight to the point. Elle ne veut pas en lire les sections d'histoire. Je ne suis pas quelqu'un qui est très campagne non plus, histoire, mais celui-là, je l'aime bien. J'aime surtout la mécanique de carte du jeu. Donc, j'ai décidé de poursuivre. L'installation se fait quand même relativement rapidement, plus que le gros Gloomhaven, que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas sorti parce qu'il prend encore beaucoup plus de place à cause de toutes les maps qu'il faut mettre. Tandis que lui, c'est avec des cahiers, donc ça se passe un petit peu plus rapidement. Malgré tout, il y a un petit peu moins de personnages aussi et de monstres. Donc, ça rend le tout quand même plus facile à retrouver qu'est-ce qu'on a besoin pour notre partie. J'avais pas vu, mais il a vraiment monté. Il est rendu 6e dans le classement BGG, premier pour Gloomhaven. Donc,
un jeu que le monde apprécie beaucoup. J'ai l'impression que Frosthaven qui s'en vient, c'est pas un jeu que j'ai supporté, mais qui s'en vient probablement prochainement. Là. Je pense que le monde, ça fait quand même un petit bout qu'ils l'ont supporté. Euh, donc, relativement rendu haut. Puis là, je pense que j'ai fait 2 autres scénarios. Donc, ça avance tranquillement. Je vais le ressortir de temps en temps comme ça. J'ai vraiment le goût de passer au travers. Là. Je trouve l'histoire est le fun. Puis j'aime ça évoluer mon personnage. Là, je joue à 2 personnages. Dans le fond, j'ai repris celui que ma conjointe avait commencé. Euh, on parle aussi d'une complexité quand même de 3.56. Euh, c'est un jeu effectivement qui va être complexe à bien maîtriser, mais pas tant que ça non plus. C'est sûr qu'il faut avoir certaines stratégies vers où on s'en va. Quand on joue en solo, c'est sûr que quand on contrôle les 2 personnages, bon, on peut planifier pour 2 personnages. C'est plus de gestion quand même, c'est plus de temps, mais ça reste quand même agréable pareil. Euh, il n'y a pas de baisse ça, pour ça. Ah, il est recommandé, tout le monde le recommande, mais personne ne va indiquer qu'est-ce qui est meilleur. Probablement, on voit 2 joueurs, j'ai l'impression que c'est ça qui est un petit peu plus joué. Euh, donc, si je vous montre un petit peu d'image, c'est sûr qu'il y en a qui ont probablement, il y en a qui ont vraiment euh, qui se donnent vraiment beaucoup là, dans ce genre de jeu-là, qui vont faire des illustrations, ben pas des. Plein de petits objets là, pour jouer avec le jeu. Donc ici on a les composantes, là, comme je parlais, c'est un livret. Au lieu de les maps qu'on va devoir chercher en plus, assembler ensemble, replacer tous les obstacles. Donc ça vient quand même lourd à setuper le gros Gloomhaven. Celui-là, il est le fun avec le cahier. Tout se retrouve là-dedans. Donc ça a été bien pensé quand même pour le rendre un petit peu plus accessible, un petit peu plus sortable rapidement. Donc un gros plus pour moi, sincèrement. Surtout quand on joue en solo. Je pense que si vous jouez à Gloomhaven peut-être à 3-4, vous êtes 3-4 pour faire la mise en place, je pense que ça doit être quand même relativement acceptable pareil. Ça se sort bien, mais quand on est en solo, des fois, ça vient long. Ça vient long de faire le setup, donc je trouve ça agréable, cette façon-là de faire avec justement le fameux cahier, la petite carte où on colle les autocollants. Donc, ça ressemble à ça un peu. On a des petites boîtes à ouvrir aussi éventuellement. Les miniatures, on a les petites miniatures de monstres que j'ai pas peinturées. Donc, ça ressemble à ça pour Gloomhaven, Jaws of the Lion. Ensuite de ça, j'ai ressorti aussi, un petit peu de jeux que ça faisait un petit bout. Hein. J'essaie de rejouer, pas juste jouer au nouveau, c'est de jouer à mes jeux que j'ai acquis le plus longtemps. Quoique ça fait pas si longtemps que je l'ai acheté, Marvel Champion, un autre excellent jeu, 38e quand même dans le classement BGG, complexité de 2.82, c'est effectivement pas un jeu hyper complexe. Là, j'ai joué avec, j'avais acheté, je pense que c'est ma copine qui m'avait acheté l'extension, ben, j'avais reçu au fight l'extension Green Goblin, fait que j'ai joué contre le Green Goblin. Puis j'ai aussi reçu Doctor Strange. Fait que j'ai joué avec Doctor Strange contre Green Goblin. C'était vraiment cool. C'est le fun et j'apprends à chaque fois à découvrir les decks. Je ne les ai pas encore super maîtrisés parce que j'ai joué peut-être une fois avec chaque personnage. Je pense pas avoir joué 2 parties avec le même personnage. C'est ici, je vais voir. Je pense que je l'indique. Ouais, j'ai joué pas mal. Alors, j'ai joué 2 fois avec Black Panthers, mais sinon, là, ici, je l'ai pas. Je pense que j'avais joué à 2. Des fois, j'oublie les rentrées aussi. J'avais joué à Miss Hulk, Iron Man, puis Doctor Strange. Contre Ah, j'ai dit Green Goblin. Ouais, je pense que c'est ça. Bouffon vert, je pense que c'est Green Goblin, si je me trompe pas. Je suis pas, je suis pas un gros connaisseur à 100%, mais je pense que c'est ça. Euh, donc, Marvel Champion, j'essaie de trouver une petite image qui peut bien représenter.
tout en continuant à parler, ben, on a bien sûr les cartes là, avec différentes fonctions. On va piger certaines cartes. On va avoir de l'attaque avec nos cartes. On peut être du côté alter ego, du côté héros, puis ça va influencer aussi certaines cartes qu'on va jouer. Donc le concept est vraiment simple, mais c'est vraiment de maîtriser les decks qui est vraiment aussi l'aspect très intéressant. C'est sûr que dans la boîte de base, il y a quand même plusieurs. Je pense qu'on a trois vilains qu'on peut jouer sur plusieurs formats, sur plusieurs scénarios. Donc, juste avec une boîte de base, là, vous avez quand même pas mal de stock pour. Moi, j'ai pas passé encore au travers tous les vilains. J'ai même essayé un d'une extension. Donc, c'est vraiment agréable comme jeu. Il y a des cartes, c'est sûr que vous pouvez même aussi, si vous connaissez un petit peu plus les cartes éventuellement, ben, faire modifier certaines cartes. Il y a certaines cartes que vous n'avez pas le choix d'avoir avec votre héros, mais il y a d'autres cartes que vous pouvez modifier, des cartes pas d'état, mais je me souviens plus des termes exacts. Donc, ouais, ça, les cartes, mettons, de différentes couleurs vont représenter un certain état. Donc, les cartes bleues, les cartes vertes, les cartes rouges, etc. Donc, Marvel Champion, donc j'ai rejoué une autre partie. Encore un jeu que je trouve vraiment, vraiment le fun. Il n'est pas long aussi non plus à sortir. On prend nos trucs, on prend le deck, puis si on ne veut pas se casser la tête puis commencer à faire des decks, ben, on part avec ce qu'ils nous disent, puis on joue avec ça, puis on a bien du fun. Pareil. J'ai ressorti aussi un autre jeu parce que là, on commence, c'est sûr qu'on est déconfiné, vacciné aussi 2 fois, donc on peut voir des gens, on peut jouer avec d'autres mondes. Donc j'en ai profité pour ressortir un jeu que j'avais reçu en pandémie, qui est Yukon Airways. Jeu de pick-up and deliver avec une mécanique intéressante qu'on va améliorer notre, euh, notre avion tout au long de la partie. Donc, on a un petit plateau personnel avec des petites roulettes. Des cadrans dans le fond qu'on va améliorer. Donc, ça augmente notre pige de cartes, ça augmente des cartes qu'on peut transformer en essence, ça augmente l'essence qu'on gagne à chaque tour. Il y a des petites switches qu'on peut enclencher à on pour avoir des bonus spéciaux. Donc, tout cet aspect-là, très intéressant dans un pick-up and deliver. C'est pas straightforward. Tu dis juste, ah, ben, je m'en vais là, selon les cartes que j'ai en main, puis ça va me faire des points. Tout l'aspect d'amélioration est vraiment intéressant pour vraiment optimiser notre avion. Donc ça, c'est le petit côté cool de Yukon Airways. Sinon, c'est vraiment basic. On a une quantité d'essence qui est requise, là, si je vous montre un petit peu le plateau, qui est requise pour se rendre d'un endroit à l'autre. Puis, je pense que je vais avoir une petite image ici. Donc, par exemple, de White Horse à où est-ce qu'il y a 2 cubes bleus, ça va prendre 4 essences, mais là, on peut faire différentes trajectoires pour se rendre à un certain endroit. Plus on va loin, plus ça va être payant aussi. Puis, dans le fond, on n'a pas besoin de faire un retour. Donc, on part tout le temps de White Horse à chaque tour. Puis on essaie de se rendre le plus loin possible. C'est bon aussi de varier nos livraisons. Donc, on livre en fait des personnages. Pas des personnages, mais des gens. Des gens qui ont des intérêts représentés par les cubes. Donc, ça ici, c'est la map en fait qu'on a sur notre plateau personnel parce que les cubes qu'on a livrés, ben, on va les mettre sur notre plateau. Puis plus on va d'endroits différents, mais plus ça va nous donner de points à la fin de la partie. Donc, il y a une variété à avoir. Quand on joue à Yukon Airways, il y a un petit principe là, de dés qu'on va chercher dans le fond qui sont les passagers. On peut juste prendre une certaine couleur. Si on a débloqué une habilité spéciale, on peut prendre de plusieurs couleurs différentes. Chaque quai d'embarquement ben, va avoir des bonus différents. Donc, puis on a toujours aussi des objectifs là, de partie. En fait, pas des objectifs de partie, mais des bonus qui peuvent être déclenchés dans une partie ou qu'est-ce que je voulais dire? Ou des fois, c'est des bonus immédiats ou à la fin d'un round. Si on a fait telle affaire, ben, ça va nous donner des bonus. Donc,
des petits aspects comme ça qui sont le fun. Ça joue relativement rapidement. Une demi-heure, 45 minutes, là, je me souviens pas le temps qu'ils disent exactement. 60 à 90 minutes, bon, c'est plus autour d'une heure, je pense. Ben, j'ai joué à 2 joueurs récemment, donc j'ai pas joué à plus que ça. Vous voyez, s'il parle de 3-4 joueurs, ce serait peut-être plus intéressant, quoique pas énormément de votes. Effectivement, des fois, des pick-up and deliver, c'est un petit peu plus fun quand il y a un petit peu plus de compétition. Mais malgré lui, il joue quand même très bien, malgré tout. Donc, c'était Yukon Airways. Ensuite de ça, je vois un jeu que quelqu'un m'avait parlé d'ailleurs sur la chaîne, là, je me souviens plus c'est qui, mais il m'avait recommandé Circadian First Light, puis finalement, Joe l'avait dans sa collection. Puis il me l'a proposé sans même que j'y parle. Il m'a dit: Ah, j'ai ça, ça t'intéresse-tu? Ben, ça a comme été un addon. Que quelqu'un m'avait parlé de ça il n'y a pas si longtemps. Un petit jeu de. On dirait qu'il est resté un petit peu vague dans ma tête. On parle d'une complexité de 3.45. Ouais, je ne sais pas à quel point. C'était pas si complexe que ça comme jeu. Jeu qu'on va aller. Je pense que j'ai une belle image ici, là. Qu'on voit un petit peu tout le plateau de jeu. On va, dans le fond, avoir plusieurs endroits qu'on peut placer des dés. Dès qu'on n'a pas nécessairement en quantité pareille à chaque tour, ça va varier selon comment on a de dés qu'on a réussi à débloquer. Il y a des dés qui vont rester emprisonnés parce qu'ils vont nous donner des points à la fin de la partie. Et les dés, il y a plusieurs endroits pour faire différentes actions. Aller chercher des vaisseaux. On a un plateau personnel qu'on va améliorer pour justement nous aider avec les dés qu'on va avoir en main. On peut faire je dis de l'agriculture, mais en fait, c'est la culture, mais dans les vaisseaux. On peut avoir aussi, on a des petites cartes spéciales aussi qu'on peut payer des ressources pour faire des objectifs, faire des points de victoire. On va se promener aussi sur la planète à différents endroits pour aller collecter, faire notre agriculture, collecter des ressources, de l'eau. Je pense qu'il y a de l'eau, il y a de l'électricité, est-ce qu'il y a d'autres choses, si je ne me trompe pas. Principalement, il y a ça, mais il y a aussi il y a une espèce de diamants aussi qui sont intéressants. Puis, il y a des feuilles, je ne me trompe pas, peut-être de la nourriture, là. Je me souviens plus tout. Puis justement, il y a des endroits qu'on va aller déposer des dés parce qu'on a payé beaucoup de ressources, beaucoup d'électricité, beaucoup de diamants, beaucoup de feuilles vertes qui vont nous donner, elles aussi, plus de points de victoire. Donc, il y a une petite course par rapport à ça. Après ça, il y a un autre endroit qu'on peut placer des dés pour avoir certains bonus, mais les dés restent là aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les dés. Il faut aller chercher, débloquer des nouveaux dés. Vous voyez, en reparler, j'ai quand même le goût d'y rejouer. J'ai trouvé ça quand même le fun, la partie que j'ai fait. On était 2 joueurs. Des fois, c'est une première partie, tu sais pas trop t'enligner. Mais c'était quand même très agréable. On dirait qu'il ne m'est pas resté beaucoup en tête, mais là, plus je revois, plus j'en parle, plus c'est un jeu que j'aimerais bien rejouer. Il n'y avait quand même pas eu beaucoup de vagues autour de ce jeu-là, mais il y a quand même des mécaniques intéressantes dans le jeu. J'aime ça, les placements de dés. Donc, Circadian First Light, quand même très, très intéressant. Je vous montre un petit peu d'autres, justement, des images de bonus que si on paye, mais ça va nous donner certains points. Je pense que c'est à la fin de la partie ou durant la partie. Certains endroits qui vont nous donner des bonus quand on va placer un dé. On a nos personnages aussi qui vont nous donner des trucs spéciaux. Différents endroits, c'est un endroit, le mining camp, on va placer des dés, ça va nous permettre d'aller chercher justement du diamant. Donc c'est un peu le principe du jeu en général. Donc je suis pas déçu d'avoir joué à ce jeu-là, puis je pense que c'est un jeu que j'aimerais rejouer pour me faire une meilleure tête ce jeu-là. Donc après juste une partie, donc des fois on n'a pas toujours
la meilleure impression en tête. Ça dit qu'il est meilleur à 2 joueurs, 4 aussi. Bon, il est recommandé quand même pas mal pour tous les types de joueurs, pas les quantités de joueurs. Donc, ça c'était Circadian First Light. Ensuite de ça, Gorinto. Gorinto, j'ai quand même joué plusieurs parties, 5 parties jusqu'à maintenant. J'ai joué autant en solo, qui était bien. J'ai joué aussi, puis d'ailleurs que je vous ai présenté, j'ai joué également à 2 joueurs que c'était correct, mais sans plus. Puis à 4 joueurs, là je l'ai trouvé intéressant. À 4 joueurs, parce que l'affaire, c'est que quand on joue à 2 et en solo, on va aller chercher plus, on va faire plus d'actions de tuiles. Parce que c'est un jeu où on va prendre une tuile, on va la mettre à un endroit sur l'espèce je vous montre un petit peu d'image, sur l'espèce de plateau de jeu. Et aux endroits où on va mettre la tuile, ben ça va nous donner, ça je pense que c'est une version prototype, les tuiles n'ont pas l'air de bien s'empiler. Ça va nous donner des tuiles autour, dépendant de la tuile qu'on a choisie, dépendant de la force, de combien de tuiles on a accumulé de ce type-là dans la partie. Mais quand on joue à 1 ou 2 joueurs, ben on va faire 3 tours comme ça par round. Tandis qu'à 4 joueurs, ben, c'est 2 tours comme ça. Donc on va acheter beaucoup moins de tuiles. Donc j'ai l'impression que les objectifs, parce qu'il y a des objectifs qu'à chaque tour de jeu, chaque manche de jeu va nous donner des points. Donc, plus on fait en faisant plus de rondes, ben, les objectifs, on dirait, sont moins bien balancés. Je trouve des fois, on peut faire beaucoup de points avec un, puis moins avec l'autre. Tandis que je trouvais qu'à 4 joueurs, les objectifs étaient un petit peu plus balancés pour cette quantité de tours de jeu qu'on va faire. Ici, ça c'est plus la version que j'ai avec les tuiles qui s'emboîtent bien, matériel de belle qualité aussi, des petites tuiles de plastique avec des sacs. Jeu relativement simple à montrer en famille. C'est sûr que je vais le ressortir prochainement. Là. Je vais aller justement jouer plus en famille durant mes vacances. Donc, ça va être intéressant de le ressortir. Un jeu qui a été bien apprécié. Jeu qui peut causer un petit peu de... On peut quand même analyser beaucoup dans ce jeu-là. Est-ce que, donc, si je prends celle-là, ça va me donner telle tuile. Celle-là, ça va me donner telle tuile. Est-ce que ça marche avec mon objectif? Donc, il peut y avoir quand même beaucoup d'analyse pour faire le meilleur coup possible. Mais bon, on peut jouer aussi pour le plaisir et y aller, quoique c'est toujours le fun de gagner, mais bon, il y a toujours un peu cet aspect-là dans le jeu. Je sais qu'il y a une extension Dragon que j'ai pas en ma possession. J'ai seulement le jeu de base. Sinon, je sais pas si j'avais d'autres choses à rajouter. Ben, en solo, le Thomas est le fun, mais il est très variable par rapport à la chance. C'est un jeu que je trouve moins bien adapté à un jeu en solo. Ça peut dépanner, mais je pense que c'est plus un style de jeu qui est intéressant à plusieurs personnes. 3-4, un jeu style plus abstrait. Donc, dans ce style de jeu-là, je préfère les jouer souvent à plusieurs personnes. C'est là qu'on a leur meilleur potentiel de jeu. Là, je me souviens pas, je sais pas s'ils disent ici sur BGG selon les votes des joueurs. Ça nous dit, bon, ils ont l'air de dire recommand. Bon, il n'y a pas beaucoup de votes, hein, 3 votes, 5 votes, c'est très peu de votes. 6 votes, c'est vraiment pas beaucoup de votes pour Gorinto. Je pensais j'avais vu qu'il y avait un certain petit hype autour de ce jeu-là, mais finalement, je pense qu'il n'y a pas eu tant que ça de hype. Ça l'a passé un petit peu, ça l'a sorti et c'est reparti assez rapidement. J'ai l'impression, ce Gorinto. Ensuite de ça, je vais vous parler d'un autre jeu qui est History Maker Golf. Là, je suis vraiment ailleurs. Je suis dans un jeu de simulation. Probablement que je pense pas que vous en avez entendu parler. Quoique, si vous suivez Martin de la zone jeu de société, c'est lui qui m'a un peu fait allumer sur ce jeu-là. En fait, il a parlé d'un jeu, je pense dans une zone du dimanche, je sais pas trop, qui était un jeu de hockey, de simulation, probablement qui s'appelait History Maker Hockey ou quelque chose comme ça. Et là, je suis tombé sur History Maker Golf.
Parce qu'il a parlé qu'il avait connu cette série de jeux-là, History Maker, avec hockey. Puis là, je suis tombé là-dessus, j'étais allé voir des vidéos. Puis j'ai fait, oh, ça me prend ce jeu-là, mais c'est vraiment pas un. Faut aimer les jeux de simulation. Là, on s'entend, on va pas gagner de partie. C'est vraiment, on simule. Là, je suis en train de faire une saison. J'ai fait le premier tournoi, je suis dans le deuxième tournoi de la saison de golf. On va simuler chacune des rounds. Donc, première round, deuxième round, troisième round. Puis la quatrième round, c'est là qu'on va plus vraiment y aller avec les joueurs qui sont en haut de peloton, qui sont proches de gagner. Mais là, on va y aller trou par trou. Tandis que les autres rounds, c'est vraiment un score cumulatif, un principe de coupure avec des dés relativement simples à jouer. Puis vraiment très agréable, mais il faut aimer ce genre de jeu-là de simulation. Avec des petites chartes, avec un petit catalogue de game action qui me dit, dépendant des dés qu'on brasse, dépendant du trou qu'on joue, ça va faire tel résultat. On a un petit peu de décision pour les joueurs avec les petits chips rouges et bleus qui on va pouvoir influencer un petit peu leur partie, mais ça reste qu'on reste un peu on est un externe qui tourne une simulation un peu comme un ordinateur le ferait, mais moi j'ai vraiment du plaisir à faire ce genre. Ici on voit un petit peu un catalogue avec dépendant, là, je ne sais pas si on voit bien, mais si on roule certains chiffres, là, il y a 3 chiffres qu'on peut tourner. Là, on ne voit pas super bien sur cette image-là, mais ça va donner des résultats si ça arrive dans le rough, dépendant des valeurs de dés, dépendant du si c'est un par 5, un par 3, un par 4. Ça va donner certains résultats. Il y a une petite histoire qu'on lit sur une phrase. La balle rebondit comme ça, accroche bien au verre et proche du trou. Donc, tu as un gimme pot pour le birdie ou tu as un clutch pot pour le pair parce que c'est vraiment un pot important. Si tu le manques, ben là, ça te baisse un peu le moral, mais c'est chaque joueur 1 à 1. Donc, il faut connaître aussi les joueurs, bien évidemment. Il faut avoir. Je pense que si on n'a pas cet intérêt-là pour le golf, les joueurs de golf, si on ne les connaît pas, ben, on n'a peut-être pas d'intérêt vraiment à faire de la simulation. Je vais probablement vous le présenter éventuellement, peut-être un tournoi au complet, parce que je trouve c'est vraiment le fun. Probablement que ça n'attirera pas beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Moi, j'ai du plaisir à y jouer, puis je vais avoir du plaisir à vous le présenter. C'est un jeu, par contre, c'est des feuilles comme ça hein, qui arrivent. Bon, désolé pour ceux en audio, mais c'est des feuilles, si je voulais décrire un peu, c'est des feuilles de papier avec des petits points pour déchirer, pour bien découper les feuilles, mais j'en ai eu pour longtemps à découper parce que dans la boîte de base, on a seulement 2 parcours de golf et on a des joueurs, dans le fond, les stars des années 2000. Puis moi, je voulais les joueurs récents, donc j'ai pris une extension qui est des joueurs de 2019-2020, donc la saison passée, avec, dans le fond, chaque joueur a des habilités spéciales. Pas des habilités, mais selon ses statistiques de cette saison-là. Donc, c'est très représentatif de comment ils ont joué la saison passée. Puis, je pense que j'en avais tantôt des feuilles de joueurs. Si je ne me trompe pas, on voit un petit peu ici, là, ils ont certaines particularités selon leur potting, avec les bois, avec les fers, etc. Puis, donc, il faut tout découper ces petites cartes-là. Ces petites cartes de carton, ça ne se brasse pas super bien. Donc, c'est sûr, côté qualité de matériel, c'est pas extraordinaire pour le coût que ça coûte. Là, je pense que ça m'a coûté au-dessus de peut-être 150 Canadiens là, pour avoir des joueurs des années de 2019-2020, puis 8 autres parcours de jeu quand même. Là. Donc, c'est sûr qu'on paye plus pour le temps qu'il y a derrière, toutes les statistiques, etc., que la qualité du matériel. Puis, c'est pas des grosses productions non plus. Donc, c'est un peu le principe derrière. Puis ici, vous voyez une carte là, qui, dans le fond, on peut aller jusqu'à 12 joueurs finales là, qui sont comme proches de gagner le tournoi. Puis là, on va simuler chacun de leurs trous 1 à 1, vraiment dans l'ordre qui vont arriver. Donc, vraiment très cool comme jeu de simulation. Si vous aimez ce type de jeu-là, vous aimez le golf. Je sais que ça ratisse mon audience, mais si je vous le fais découvrir, ben,
je vais être content que vous ayez pu découvrir ce jeu-là, qui est vraiment un jeu, comme je disais, de simulation. Donc, c'était History Maker Golf pour ce jeu-là. Ensuite de ça, je jouais à Clever Cube, donc très futé à la puissance 3, qui donc le troisième de la série. Je vous ai d'ailleurs présenté ça très récemment. Une partie en solo, donc une nouvelle carte avec des nouvelles couleurs de dés, les turquoises, les dés bruns. On retrouve encore le dé jaune, des roses avec des principes similaires. Donc des nouvelles options. Et celui-là va présenter quand même plus de bonus que les autres. Donc, il y a plus de combos de bonus qui te débloquent un autre bonus, etc. Donc, c'est quand même toujours agréable. J'ai joué à 2 joueurs et en solo. Toujours le fun. Peu importe le nombre de joueurs. Je vais essayer de le jouer aussi à probablement 4 joueurs durant mes vacances. Je sais que mes parents aiment bien je leur ai fait jouer au premier, puis au deuxième aussi par la suite, puis ils aimaient bien ça aussi, fait que c'est des petits jeux addictifs, c'est le fun à sortir, ça prend pas beaucoup de place en camping, c'est parfait comme jeu. La série, très futée, celui-là, il est très le fun aussi, donc je m'éterniserai pas plus longtemps sur très futé. À la puissance 3, j'en ai déjà parlé quand même beaucoup récemment. Et pour moi, ça reste un jeu vraiment parfait, une série de jeux vraiment parfaite, très, très le fun à chaque fois à sortir, puis on essaie toujours de faire notre meilleur score à chaque fois. Un autre roll and ride, flip and ride que j'ai joué, qui s'appelle Cartographeur. C'est pas un jeu nécessairement très récent, mais tellement le fun à jouer. J'ai joué en solo, j'ai joué aussi à 3 joueurs. Jeu dans le fond dans lequel on va avoir il y a du monde qui ont fait toutes sortes de choses, qui font des très belles cartes, mais dans le fond on va il y en a qui se donnent vraiment beaucoup. On va avoir différents types de terrains qu'on va pouvoir construire avec différentes formes. Donc il y a des plaines, il y a des lacs, il y a des forêts, des villages aussi qu'on va construire. Il y a des monstres aussi qui vont venir s'attaquer à nous, à notre village, que les autres joueurs vont placer pour nous. Et il y a une espèce de concept de cumul de points, parce que chaque ronde de jeu va avoir un principe d'objectif pour cette ronde-là. Donc il y a toujours 2 des 4 façons de faire des points qui vont être actives. Et c'est de cette façon-là qu'on va faire des points au cours de la partie. Donc, petit concept très intéressant. Puis on va révéler des cartes à tour de une à la fois pour représenter différentes formes avec un type de construction qu'on peut mettre, de terrain qu'on peut mettre. Et c'est de la façon qu'on va jouer tout simplement. C'est très simple, très fun, super agréable. Et petite interaction avec les autres joueurs, avec les monstres. Puis on tente comme ça de faire le meilleur score possible. Je vais faire attention aux photos que je mets. J'essaie de voir. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer sur ce jeu-là. Mais principalement, là, comme je disais, c'est simple comme jeu. On va avoir 4 objectifs qu'on peut changer d'une partie à l'autre, une carte, puis on part avec ça, puis on se fait du fun à dessiner des petites formes à tour de rôle. Donc, c'était Cartographeur, c'est aussi un jeu qui est dans le même univers là, que Role Player, qui est un jeu intéressant aussi que j'ai pas, mais qui était le fun aussi là, de développement d'espèces de personnages de jeux de rôle avec des certaines habilités. Donc, ensuite de ça, j'ai rejoué d'ailleurs, c'est aujourd'hui que j'ai joué à ça pour vous présenter une partie qui va s'en venir bientôt. Une partie avec la campagne de Under Falling Skies. Jeu, wow, ça a été un jeu cette année vraiment, en 2020 en fait, un jeu solo
par excellence. Il a gagné vraiment beaucoup. Il a été vraiment apprécié beaucoup par la communauté des joueurs solo. Euh, c'est tellement un jeu simple, mais à la fois tellement rageant. Puis développer notre petite base avec les dés, avec les vaisseaux qui arrivent. Puis là, tu as le gros, le vaisseau mère qui lui descend tout le temps, se rapproche vers nous. C'est un concept qu'ils ont repris de jeux vidéo qu'on connaissait, des vaisseaux qui arrivaient vers nous puis il fallait les attaquer. Bien là, c'est un concept avec des dés. On développe notre base, on essaye d'augmenter. Le but, c'est pas nécessairement de détruire les vaisseaux qui arrivent, mais c'est de l'empêcher de rentrer dans notre base et d'augmenter assez notre, notre technologie, peut-être pas le bon terme, là, mais pour nos avancées technologiques pour combattre le vaisseau mère. Donc, c'est la petite piste qui est à gauche. Il faut se rendre jusqu'en haut. Et donc, on va se rendre jusqu'en haut en jouant avec justement des dés qu'on va placer dans les zones vertes. Il y a les zones jaunes sur notre plateau qui vont nous donner de l'énergie pour justement activer les différentes cases. On peut jouer avec des robots, les dés bleus qu'on va placer, qui eux autres vont rester là. On va aussi pouvoir justement attaquer les vaisseaux qui arrivent avec les cases rouges. Puis après ça, bien, avec la campagne là, que je viens tout juste d'entamer, un petit scénario de plus, ça rajoute des villes différentes à défendre. Ça rajoute un concept intéressant de, 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 de challenges différents. On peut aussi augmenter nos challenges en retournant les tuiles espace, qui appelle ça les threat level, qui rendent encore plus difficile. Donc, vraiment des belles. Pas des belles, mais des beaux challenges différents. On peut augmenter la niveau de difficulté selon notre expérience avec le jeu. Si on veut une partie un petit peu plus facile, ben on peut aussi. Donc, tout ça qu'on peut faire avec Under Falling Skies. Vraiment un concept, c'est pas le style de jeu qui m'intéressait au départ, des vaisseaux qui arrivent, je suis moins dans ces thématiques-là, mais sincèrement, même si vous n'aimez pas ce genre de thématique-là, je vous le recommande quand même. Vous allez vraiment avoir du fun. C'est un beau casse-tête de se dire, ben, si je place mon dé là, tel vaisseau va descendre de temps. Ah, ça fait telle affaire. Non, il ne faut pas que j'aille là. Mais j'en ai vraiment besoin, puis etc. Donc, vraiment un super beau casse-tête. Under Falling Skies. C'est un jeu que je vous recommande certainement, sans hésiter. Puis je pense que beaucoup de monde ont cette même opinion-là dans les joueurs solo. Finalement, si je vois un petit peu avec en fait ce que j'ai acheté récemment. J'ai acheté deux jeux, un que j'ai joué un petit peu plus, d'ailleurs que je vous ai présenté une partie en solo, qui est de Red Cathedral, un jeu qui est sorti en 2020, qui est passé un petit peu, j'ai l'impression, sous le radar. J'avais déjà vu un peu par le passé, je me l'étais pas procuré. Je le trouvais intéressant, mais bon, je dirais que j'étais pas certain, on n'en parlait pas beaucoup. Finalement, j'ai décidé de passer. Puis là, quand je l'ai revu en boutique, j'ai fait ah ben, tiens, je vais lui donner une chance. Le prix était bon. Puis j'ai pas été déçu par. J'ai joué à plusieurs joueurs, à trois joueurs. J'ai joué aussi en solo. Le solo est bien, un petit peu facile par contre. Mais je pense qu'il y a moyen de tweaker quelques règles pour arriver à un challenge peut-être plus intéressant. Puis euh, sinon, à plusieurs joueurs, c'était vraiment une belle tension parce que on va construire la cathédrale, mais on va. Je suis capable de trouver une image qui représente un petit peu tout ça. On va justement, comme je disais, construire la cathédrale qui est représentée par des cartes, mais on ne veut pas des fois construire trop vite parce que les autres joueurs vont pouvoir en fait venir rajouter des ornements à la cathédrale aux endroits, puis chaque tour de la cathédrale
et un emplacement pour avoir la majorité pour faire les points que la cathédrale va donner. Donc, si on ouvre la porte à placer un ornement qui vaut autant que si on met un drapeau. Donc, des fois, ça peut juste faire changer de bord la, la majorité, donc cet aspect-là. Mais si on place des ornements avec en plus des pierres précieuses, bien, ça va nous donner des points de prestige qui sont les points de victoire aussi. Fait qu'il y a tout ce petit dilemme-là. On essaie de construire un peu, mais pas trop. Puis on est toujours limité à 3 ressources qu'on peut envoyer à la fois par tour de jeu. Donc, vraiment cool ce concept-là de ne pas pouvoir envoyer tout d'un coup, d'être limité, de se dire, OK, si je vais de cette façon-là, j'ouvre la porte à telle affaire. Donc, ça, j'ai vraiment apprécié ce concept-là dans, dans The Red Cathedral. Principe aussi de la roue avec les ressources qu'on va chercher avec des dés. Donc la valeur du dé, c'est le nombre de cases qu'on se déplace. Si c'est les dés de notre couleur ou le dé blanc, bien là on peut aller plus loin en payant de l'argent. L'argent est vraiment limité. Donc vraiment beaucoup de choses intéressantes dans Red Cathedral. Un jeu que je vais essayer de rejouer à quelques reprises, c'est certain, pour encore me faire une meilleure tête. J'ai l'impression, comme je disais, je vais aller voir juste pour le plaisir de voir qu'est-ce qui est recommandé. Euh, bon, tout le monde recommande pas mal tous les nombres de joueurs. Ça dit best à 3 joueurs. Quand même pas si pire de vote. Euh, donc, moi j'ai joué à 3 justement, puis en solo. Ça dit j'ai juste joué 2 parties, mais je pense que j'en ai joué une de plus que ça. J'ai joué 2 parties, j'ai joué 3 parties au total, 2 en solo, puis une en multijoueur jusqu'à maintenant. Donc, c'était The Red Cathedral. Et donc, je vais finir ça avec Liar Up. Donc, Liar Up, c'est un jeu que je trouvais vraiment la thématique vraiment intéressante. Qu'on va dans le fond incarner, on va être dans un procès et on va incarner soit un côté les avocats de la couronne ou les avocats de la défense. Et donc on va avoir une mécanique de cartes dans ce jeu-là qui est les cartes vont avoir des petits icônes qui représentent dans le fond différentes thématiques. Pas thématiques, mais différents aspects des témoins. Puis, de la façon qu'on va jouer des cartes, il faut toujours que les cartes qu'on va mettre correspondent à une icône qu'on a joué sur la carte précédente. Donc, de cette façon-là, on essaie d'empiler des cartes pour augmenter notre nombre de points. Et c'est lui qui a le plus de points lorsque les 2 joueurs ont passé qui va remporter le témoin et va pouvoir aussi déplacer certains jetons du jury de son côté. Donc les petites cartes qu'on voit à droite, c'est le jury. Donc on peut déplacer, puis chaque jury a un indice, là, un petit chiffre en haut à droite qui, plus c'est élevé, donc plus difficile ça va être à déplacer les petits marqueurs de notre côté. Donc, puis ils ont tous des biais selon certains aspects. Donc, il y a un peu tout ça. J'ai joué une demi-partie, on va dire. Je l'ai joué en solo. Il y a un mode solo, mais ça m'a un peu déçu. Dans le sens que le livret de règles, il est un peu ordinaire. Pour le mode solo, multijoueur, c'est relativement clair, mais le mode solo, puis le livret de règles, il est tout petit. C'est un petit carré, je ne l'ai pas sous la main. Puis il y a une page, mais une page, là, c'est pour le solo, il y a à peu près 3 phrases. Les 3 phrases, tu le sais déjà en partant qu'il risque d'avoir des choses qui vont être floues. Parce qu'habituellement, un mode solo, il y a au moins une page là, juste pour bien détailler toutes les choses qu'ils peuvent avoir. Puis j'ai été souvent sur BGG, c'était pas clair. L'auteur répondait, mais il répondait, puis là, on dirait que dans une autre réponse, il se contredisait en même temps. Fait que là, j'ai juste arrêté, j'avais plus le temps, fait que ça faisait trop longtemps que j'étais là-dessus. Mais c'est sûr que je veux m'y remettre, puis je veux jouer probablement plus à 2 joueurs. Je pense qu'il va être plus intéressant qu'en solo, mais je trouvais que le solo pouvait quand même avoir une twist intéressante malgré tout. C'est juste de démêler tout ça.
Je vais peut-être rechercher sur BGG s'il n'y a pas quelqu'un qui a clarifié un peu des règles solo. Quoique, je vais peut-être aller voir rapidement. J'ai juste regardé les forums, mais peut-être qu'il y a déjà un mode solo. Non, ça n'a pas l'air. Ça a l'air pas mal. Il y a juste le livret de règles, les bias, puis non, il semble pas avoir rien là. Je sais pas si ça a été amélioré le livret de règles pour la version solo là. Mais c'est vraiment des toutes petites pages. Si je vous montre là, rapidement, là, je pense que le solo sur quoi ça repose, c'est un petit peu décevant. Je pense qu'on l'a ici. Voilà. Donc le mode solo est représenté sur ces quelques phrases-là. Donc c'est un petit peu, sur un livret qui a quand même 30 pages, mais c'est des très très petites pages. Là. Mais donc ça c'est toujours un petit peu décevant qu'on a un jeu que les règles sont pas claires, qu'on a beaucoup. J'avais le goût de jouer à ce jeu-là, mais j'étais un peu déçu. Ça me refroidit un peu. Mais bon, je vais rejouer, c'est sûr, puis je vais démêler ça, puis je pense que je vais pouvoir vous en présenter une partie éventuellement. Donc, ça termine pour Liar Up. Je vais vous en reparler, c'est sûr, plus en détail. Là, j'ai pas assez joué pour rentrer trop dans le détail. Là, je vais juste faire un petit éditorial sur ma partie que j'ai fait, que j'ai pas complété tout simplement. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui dans l'actu ludique, un petit retour sur les jeux que j'ai joués récemment. Le prochain actu ludique, là, cette fois-là, Joe devrait être là. Il devrait être là. Donc, sinon, s'il n'est pas là, c'est pas plus grave que ça. Il va revenir éventuellement. On va peut-être vous préparer aussi un petit quelque chose la semaine prochaine, qui va venir dans les prochaines semaines. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Probablement une partie à 2 joueurs. On espère que ça va se faire. Je ne sais pas encore quel jeu. Sinon, si vous ne le voyez pas, c'est que ça c'est pas fait. Mais sinon, c'est sûr qu'on prépare d'autres choses éventuellement ensemble aussi. Puis, donc, sur ça, moi, je vais vous revenir aussi bientôt, probablement avec le nouveau petit concept d'actualité en direct, probablement sur ce format de setup-là. Donc, sur ce, on se revoit très bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette actu ludique-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, on se revoit, là, comme je disais, très bientôt. Bye bye.